L'Indonésie est un archipel de 17 000 îles. L'une des plus importantes s'appelle Bornéo, qui se trouve à 1 heure d'avion de Jakarta, la capitale. C'est à Ketapang, une petite ville de l'île, que nous avons rencontré un jeune Français pas tout à fait comme les autres. Ce jeune homme a décidé, il y a 20 ans, de venir au secours des animaux victimes de la déforestation. Ce n'est pas un hasard si tout le monde ici l'appelle Chaini, qui veut dire gibbon en indonésien. Aurélien Brulé leur a dédié sa vie, son énergie, son espoir. Pour commencer son combat, il a une idée originale, la création d'une radio. Le but de la radio, c'est évidemment d'attirer l'attention du plus grand nombre, surtout des jeunes, pour qu'ils puissent écouter ces petits messages un petit peu chocs sur les gibbons, sur la forêt. Alors ça, c'est un grand succès, je peux dire que c'est un grand succès, c'est une des plus grandes fiertés en fait à Callawet, la radio, parce qu'on n'a plus de gibbons vendus sur les marchés dans la ville. Parce que si quelqu'un était amené à vendre un petit gibbon, dans la demi-heure, il y aurait un auditeur qui appellerait la radio. Tous les animaux qui sont à l'heure actuelle à Callawet, une grande partie, 60-70%, nous ont été directement donnés par les auditeurs eux-mêmes. Donc c'est une petite fille qui va m'appeler, qui va appeler la radio et dire venez vite chercher mon gibbon avant que mon papa il rentre du travail parce que mon papa il veut pas le donner. Mais la petite fille elle écoute la radio et elle a compris. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Là, je vais rendre visite à quelqu'un. Je l'ai visité il y a à peu près 6 mois. Il avait un gibbon à l'époque, donc je viens aux nouvelles du gibbon et je vais essayer de le récupérer. Lama Gadjumpa. Sur les murs de la maison, il y a des peaux de panthères et de chats sauvages. C'est un chasseur. Kantor Callawet pun sendiri kadang ada orang yang bawa seperti ini di kantor. Ya, bapak, keluarga bapak bisa ke situ melihatnya. Kami kan bikin pasangan di hutan. Iya betul, paham Pak, paham. Le monsieur veut nous donner le gibbon, mais il nous demande de l'argent, ce que je refuse. Évidemment, il ne faut jamais acheter un gibbon, ça entretiendrait le trafic. Donc j'essaie de le convaincre, je lui explique aussi tous les problèmes de maladies. Les gibbons peuvent attraper des maladies, pour ensuite rendre les enfants à la maison malades, comme les hépatites, etc. Si le gibbon venait à mordre un enfant. Donc j'essaie d'expliquer tout ça. Et au final, lui dire aussi que c'est illégal quand même. Mau langsung ngambil? Mau melihat dulu keadaan, karena saya ada obat bius kan, tergantung, il vient de nous dire qu'il veut le donner. Donc on ne va pas perdre de temps, on va directement y aller, on passe par là. Ça se profile bien, mais il ne faut pas créer victoire tant qu'on n'a pas le gibbon avec nous. Anjingnya masih ada lah, Pak. Hello. Donc ça c'est parfait, elle donne le pied, donc je vais pouvoir lui faire une anesthésie dans la jambe. L'inac là. Même si on n'a pas de cage, je ne prends pas le risque de repartir au bateau prendre une cage. Je vais de suite anesthésier et on va l'emmener en voiture sans cage. Donc c'est une femelle, c'est assez typique des conditions de détention, là il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. À côté d'un chien, il faut vraiment la sortir d'ici. Alors on porte des masques parce que les gibbons sont très proches de nous, ils peuvent attraper des maladies. Un simple rhume pourrait tuer un petit gibbon. Donc elle doit peser environ 7 kg. Je lui ai donné pour 10 kg. Pour être certain qu'elle dorme vraiment, parce que parfois l'adrénaline liée au stress, ça empêche de dormir. Et comme on n'a pas de cage et qu'on va la porter comme ça dans la voiture, il faut... La première chose qu'on fait quand on reçoit un gibbon, c'est de palper le gibbon, parce que souvent il y a des plombs de carabine. En fait, les braconniers tuent la mère quand le bébé était sur son ventre, et donc elle quand elle était petite. Donc du coup, le bébé se prend souvent des projectiles. Donc il y a beaucoup de gibbons qui arrivent à Callawet ont des plombs de carabine dans le corps. Donc on les recherche. Pergi kemana Bapak?
quand même toujours une grande satisfaction de laisser une cage comme ça derrière nous. Vide. Je suis un peu pris de court, hein. Je pensais pas qu'on allait récupérer le gibbon. C'est quand même une grande victoire, ça. C'est une grande victoire, quoi. C'est une grande satisfaction de la sortir de ces années passées dans cette cage minable à côté du chien. Là, c'est une bonne journée. Iya, nanti pas mulai dulu. Mereng ini. Mereng total, ya. Ada nama? Udah dikasih nama belum? Cecil. Oh ya? Iya. Namanya tahu. Ouais, merci. Ça va aller. Le centre de Calauet Bornéo se trouve en plein cœur de la forêt. À force de patience et de ténacité, Chayni a réussi à créer ce parc qui abrite 134 gibbons, mais aussi des ours, des crocodiles et un nasique. Le tout sur 8 hectares. Le budget de fonctionnement de ce centre de réhabilitation se monte à 9 000 € par mois, qui provient principalement de dons français. 16 personnes travaillent en permanence pour le bien-être de ces rescapés. Donc ça, on est devant l'enclos des crocodiles. On s'occupe des gibbons, mais c'est vrai que face à des animaux en détresse, et s'il n'y a pas d'autre solution, et si Calauet est capable d'aider, on reçoit tous ces animaux. Et il se trouve qu'avec cette espèce de crocodile, qui est vraiment en voie d'extinction à Bornéo, premièrement, ça ne représente pas un gros budget pour Calauet de s'occuper des crocodiles. Et deuxièmement, on va être capable de les faire se reproduire et là de relâcher tous les jeunes. Donc, si les autorités ne nous autorisent pas à relâcher ces gros crocodiles, au moins tous les jeunes, on va pouvoir relâcher des dizaines, peut-être des centaines de crocodiles tous les ans. Donc à partir de notre petite pierre. Donc on improvise beaucoup quand même parce qu'on est des experts des gibbons, pas des crocos. Mais encore une fois, il n'y a pas d'autre solution. Donc on essaie de faire revenir. Ça, c'est un jeune qui est né à Calauet. C'est un peu la famille idéale. C'est des animaux qui sont sains, qui se reproduisent, le couple est très soudé. Ils ont besoin que d'une chose, c'est d'une forêt pour les accueillir. Et on ne l'a pas encore trouvé pour le moment. La mère Gibbon porte son enfant dans ses bras pendant pratiquement 2 ans. Aujourd'hui, il est temps pour le petit de quitter le giron de sa maman. Il commence à être trop lourd, trop grand. Elle a beau se refuser à lui, il résiste, recommence, refuse obstinément cette liberté qu'il doit prendre. Le père regarde tristement la scène. Chez les gibbons, la relation père-fils ou mère-fille est très importante. Le père du petit cherche par tous les moyens de réconforter son enfant, mais son fils veut les bras de sa mère jusqu'à ce qu'elle se fâche. Le couple profite de ce petit moment de répit pour se retrouver, et cette petite querelle familiale se termine par un chant commun. C'est par ces vocalises que les gibbons délimitent leur territoire et préviennent les intrus qu'ici, c'est chez eux. On va loin des gibbons. Comme pour la plupart des animaux ici, ce jeune nasique a été sauvé par la radio que Chayni a créée il y a des années. Des auditeurs de la radio Calauet ont appelé Chayni parce qu'ils avaient trouvé le singe évanoui au bord de la route. Chayni l'a soigné et Bobby est devenu son protégé. De temps en temps, il le lâche dans la forêt pour que le jeune singe n'oublie pas ses origines. Le but de Chayni n'est pas de garder son ami avec lui, mais comme pour tous ses pensionnaires, de leur permettre de retourner dans leur univers.
Il attend d'en recevoir d'autres pour qu'ils créent ensemble une tribu et puissent survivre dans la forêt. Pour l'instant, il ne peut pas laisser Bobby tout seul. Seul, il reviendrait vers les humains. Ouais. Il reviendrait au camp et puis irait tout dans la maison, Ouais. trop proche des humains. C'est pour ça que cette distance-là peut s'établir entre les humains et lui, si lui il est en groupe. S'il reçoit l'affection, s'il a tout le côté social avec d'autres nasiques en fait. Ouais. S'il est tout seul, il manque quelque chose, donc il revient vers les humains parce qu'il est imprégné. C'est pas du tout le même fonctionnement que les gibbons. Ouais. Rien à voir. On pourrait pas faire ça avec un gibbon. Les singes, ils sont beaucoup moins sujets au stress que les gibbons. Le simple fait de sortir un gibbon d'une volière et de le remettre dans une petite cage, enfin mettre dans une cage, le sortir et de le re-rentrer, c'est une très grande source de stress. Et c'est pas du tout le cas avec les nasiques, avec les macaques. C'est pas une question de sensibilité, c'est vraiment sujet au... Enfin si, une sensibilité au stress quoi. Mais le gibbon il est assez unique pour ça, il a un peu des points communs avec le plus grand des grands singes, avec le gorille. Cette fragilité. Et les Indonésiens les appellent les singes hollandais, puisqu'ils sont rouges, comme s'ils avaient pris le soleil comme les Hollandais, et ils ont un long nez comme les Hollandais. Bobby a 4 ans. Il sera adulte vers 8 ans et vivra jusqu'à 30. On ne peut qu'espérer qu'il pourra retourner dans une nature sauvée de justesse pour vivre sa vie de nasique, au milieu des siens et entouré par cette merveille d'harmonie et de couleurs. À Calauet, on se lève tôt. Sous l'œil goguenard de Graham, le gallo-rhinocéros, et après un copieux petit déjeuner pris en commun, ils attaquent la journée. Aujourd'hui sera tout à fait particulier. C'est le jour des crocodiles. Une nouvelle extension qui vient d'être terminée leur est dédiée. Chahini a décidé de réorganiser la répartition des 8 crocodiles qu'il a recueillis. La toute première tâche est d'immobiliser le crocodile marin, particulièrement agressif. Donc ça c'est la première étape, que lui est très agressif. Maintenant on veut ouvrir la trappe qui est là-bas pour faire passer le gros qui est ici, dans ce bassin-là, parce que ce mâle est la même espèce que les femelles qui sont ici. Lui c'est un crocodile marin, c'est notre espèce. Et à la longue, il pourrait se battre. Donc là on espère que ça fait une semaine qu'il n'a pas mangé, qu'avec un poulet, Samba, donc le gros crocodile, va nous suivre et va passer de lui-même dans l'autre bassin. Comme un petit chien, voilà. On a un petit caniche de 800 kg avec des gros crocs là. Samba, Samba. 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 En fait, le Samba, le plus gros des crocodiles, a vu ce qu'on a fait à Haril quand on l'a maîtrisé. Donc maintenant, il est extrêmement méfiant et il ne veut même pas manger. Donc le scénario semble mal tourné pour que le crocodile puisse passer de lui-même dans l'autre enclos. Donc on va voir ce qu'on va faire. Donc plan B, on attrape le gros crocodile à la mâchoire et on essaie de tirer. Mais on va pas être assez. On a 2 gibbons qui viennent de s'échapper. Donc on va remettre ça plus tard. Il faut d'abord attraper les gibbons parce que les gibbons peuvent se battre entre eux.
Donc c'est la priorité et ensuite on revient au croco. On a des problèmes de corrosion avec le grillage et donc s'il y a un petit trou ou quelque chose à exploiter dans la cage, les singes le voient très vite et ils se débrouillent pour sortir. Ah là son fils qui est resté dans la cage. La femelle c'est pas un gros problème, elle va rentrer d'elle-même, mais on craint l'attitude du mâle qui risque d'attaquer les autres cages. Ouais. On entend les cris de stress du mâle, des cris très aigus, typiques du gibbon qui est stressé. Et C'est le couple très uni de notre famille idéale qui s'est échappé. Le petit est resté dans la cage. Le mâle pousse des cris de détresse parce que son fils n'est pas venu avec eux. Sa liberté devient très vite intolérable et il retournera rapidement retrouver son enfant. La femelle, elle, ne compte pas du tout rentrer si vite. Elle a fermement décidé de prendre ses vacances dans les arbres. Les gibbons ne sont plus en danger. La femelle rentrera d'elle-même retrouver les siens. Il est temps pour Chiny et son équipe de continuer leur mission crocodile. Il faut donc déplacer Samba, le faux gavial géant, de l'autre côté du mur. Pas si simple que cela. Le problème, c'est que Samba n'est pas, mais alors pas du tout d'accord. Quand il s'agrippe au sol, l'équipe ne peut rien faire. Il faut le titiller pour qu'il s'énerve. Il perd ainsi pendant quelques instants son adhérence au sol et les hommes peuvent le faire bouger de quelques centimètres. Donc à chaque fois qu'on le manipule, il peut perdre quelques dents, mais c'est pas un gros souci chez le crocodile puisque ses dents repoussent tout au long de sa vie. D'accord. À force d'efforts, en le soulevant du sol, l'équipe arrive enfin à l'amener dans l'autre bassin. Pendant ce temps-là, la mère gibbon continue de goûter aux joies de la liberté. Pour les siens, cette absence est intolérable, et le mâle guette avec anxiété le retour de la belle. Elle ne rentrera qu'à la tombée du jour. Il y a maintenant dans le même bassin 7 crocodiles de la même espèce avec 2 mâles dominants. La confrontation est inévitable. Il est possible d'avoir des conflits. Normalement, ça ne va pas jusque-là. Mais en captivité, on ne peut jamais savoir. Il faut rester vigilant. Cette espèce s'entretue rarement, même quand on fait des mises en contact. Mais comme on est quand même dans un environnement assez restreint en captivité, il faut toujours faire attention. Tout peut arriver quand même. Samba décide rapidement que ce bassin lui appartient. Il va sortir un à un les crocodiles de son nouvel espace, histoire de mettre en place une nouvelle hiérarchie.
Dernière chose à faire, déplacer le crocodile marin dans son nouvel emplacement. Il peut plus, là il faut rester concentré. C'est quand même un crocodile marin, donc on fait attention. Mais il a quasiment pas de force pour ouvrir sa mâchoire. Donc je peux facilement le contrôler. Je m'assois sur sa nuque pour pas qu'il puisse faire ça avec sa tête. C'est là où il a toute sa force. Là, les vétos sont en train de, pour la première fois, ils ont encore jamais manipulé de croco. Je leur donne l'opportunité de sexer l'animal, donc de savoir si c'est un mâle ou une femelle. On rentre la main à l'intérieur en fait. Et s'il n'y a rien, c'est une femelle. Et si c'est un mâle, on va sentir un pénis qui sort que pour l'accouplement. Di tasku ada ikatan plastik putih. Tolong ambil satu. Donc c'est une femelle, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut recevoir un mâle et les mettre ensemble. Ça pourra bien se passer. Et dans les mois à venir, on doit recevoir un autre croco. On sait que c'est un mâle, donc on sait qu'on n'aura même pas à construire un nouveau bassin. Yo, sebagian keluar yang di dalam. Saya nggak bisa bantu. Tu peux être un petit peu plus loin au moment où où on part. Satu, dua, tiga. Ayo, keluar. Yes. Bon là normalement la journée est vraiment terminée pour les crocodiles. Maintenant on va ouvrir la trappe pour laisser les crocodiles aller dans les trous. Tous les crocodiles sont à leur place, j'allais dire gibbon. Et donc ça va. Toute l'équipe va bien. Pas de doigts et de mains perdus, donc c'est l'essentiel. Peu à peu, les tensions entre les gaviales vont s'apaiser. Chacun trouvera sa place dans les deux bassins qui leur est réservé. Quant au crocodile marin, il attendra patiemment sa compagne. Tous les gibbons en captivité vont avoir un toc, donc plus ou moins marqué. Ça peut aller justement simplement du doigt qui fait un geste comme ça répétitif à l'automutilation, le gibbon qui se tape la tête contre un morceau de bois et se tuer. Mais le meilleur moyen d'apaiser tout ça, c'est de leur donner un partenaire, un autre gibbon, pour qu'il ne s'ennuie pas dans la cage. Et la meilleure des solutions, c'est à un moment donné d'ouvrir la cage, si on a l'opportunité de le faire. Donc aujourd'hui, on va donner un mâle à Chimeng. C'est une femelle qui est à Calauet depuis longtemps. Elle était avec un autre mâle qui s'appelait Martine, qui est malheureusement mort de l'hépatite B. Et elle a eu quand même un fils avec Martine. Donc maintenant son fils est grand, c'est l'heure pour lui de se séparer de sa maman. Donc on va lui donner un gibbon à peu près de son âge. Et puis on va donner un mâle qui s'appelle Bambang à Chimeng, donc à cette femelle. Donc c'est un grand jour pour elle. Si Chimeng atau si Marcheng. On va lui attraper un bras, on va lui faire une injection pour l'endormir. Ça nous permet de le manipuler facilement, mais ça nous permet aussi d'éliminer le stress. Et donc il va se réveiller dans une nouvelle cage, il ne va pas trop comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est mieux pour lui. C'est un réflexe des gibbons. Ils tombent très rarement des arbres, même quand ils dorment. Parfois même dans les arbres, ils se mettent en cavalier mort sur une branche. Donc ils tombent très rarement. Donc c'est pas ce qu'on craint. Contrairement aux autres grands singes, l'orang-outan va se laisser tomber. Même si son fils est en âge de s'en aller, la mère du petit gibbon défendra son enfant avec toute son énergie. Elle lance des attaques à répétition qui peuvent être dangereuses pour Chiny, suspendu en l'air. Elle peut le mordre à travers le grillage. La situation devient périlleuse. Takutin.
Ya. Enggak, aku mau lihat soalnya. Udah kenceng belum? Finalement, tout s'est bien passé. Il faut maintenant aller devant la cage du mâle, veuf lui aussi, et de son enfant, en âge de commencer à vivre sa vie d'adulte. Le but de l'opération est de mettre les deux jeunes ensemble et de créer un nouveau couple avec les gibbons adultes. C'est le seul point d'interrogation pour nous, c'est pour ça qu'on est aussi méfiants, c'est que les deux jeunes ont été élevés par leurs parents, pas par les humains. Donc du coup, ils sont craintifs, c'est des vrais gibbons, quoi. Donc du coup, une mise en contact entre deux jeunes qui normalement ne poseraient pas de problème si ces animaux avaient vécu pendant des années avec les humains. Chez des jeunes qui ont été élevés par leurs propres parents, ils réagissent comme des gibbons, donc ils risquent d'être beaucoup plus agressifs. Tanya Purwo nanti. C'est le comportement d'un gibbon qui a déjà été tiré à la sarbacane. Il sait très bien ce qu'on est en train de préparer. Du coup, il est super méfiant. C'est pas évident parce qu'on doit tirer l'extérieur de la cuisse. Pas l'intérieur. On serait trop près du sexe du gibbon. T'as pas de cas. C'est Danto qui l'a eu. Bisa lah kamu pakai itu, kuat lah. Kalau sumpit yang dulu sudah nggak ada. Ini siapa namanya? Tambang. Ya, tapi Le jeune gibbon est pratiquement endormi. Quand il se réveillera complètement, la présence de son nouvel ami dans sa cage ne le gênera pas et il n'y aura pas de confrontation. Il est temps maintenant de présenter à la jeune gibbon son nouveau compagnon. Les deux jeunes gibbons s'approchent doucement, puis s'acceptent. Ils resteront unis pour la vie. Une réserve naturelle de 5300 hectares entoure la propriété de Qalawet. Chayni a été mandaté par le ministère pour aider les gardes forestiers. Il part souvent avec 2 de ses hommes pour tenter de déjouer les pièges des braconniers. pour le moment, Jumonto et Alex vont en forêt 2 fois par semaine, à des jours différents chaque semaine. Et, donc on n'est pas armé, on n'est pas la police. Notre but, c'est de détecter les problèmes dans la réserve et d'appeler les autorités à ce moment-là pour faire des descentes de police. Il y a 1 mois et demi, on a fait une grosse opération de police, notamment pour saisir du bois et essayer d'attraper les bûcherons. Et comme nous, on est à l'année ici, face à la réserve, c'est vrai qu'on est les plus exposés s'il y a jamais il y a des vengeances. Itu apa? Jerat itu kan? Jerat babi dah. Iya, jerat babi. Pasti kalau ada satu dan lagi. Ça a l'air d'être un piège à cochon. En fait, quand l'animal
qui met le pied ici, il se fait attraper. Le cochon se fait prendre, il peut rester des heures comme ça. Ensuite, le braconnier arrive et tue le cochon à la machette. Donc là, on va détruire ça, mais s'il y en a un, il y en a forcément d'autres. Ils les mettent toujours sur des sentiers de crête comme ça, qui sont empruntés par le gibier, mais aussi par les prédateurs. Donc ça peut être un cochon, mais ça peut être aussi une panthère, comme un ours, qui peut se faire prendre dans un piège comme ça. C'est bon? Ça peut laguer. Il y en a encore un là. C'est certain, chaque fois qu'il y en a un, il y en a toujours un deuxième. Ah ouais. On récupère la corde qui est ensuite amenée au département des forêts. Depuis l'existence des patrouilles, ça fait maintenant à peu près 6 mois qu'elles sont effectives, donc les 2 gardes. On a détruit à peu près 80 pièges. Parfois c'est délicat parce que même si les braconniers ne sont pas forcément originaires de la région vraiment toute proche, donc c'est pas un souci directement avec eux, mais parfois ils reçoivent le soutien de personnes influentes, que ce soit au village ou parmi les autorités. Donc c'est là où on peut avoir des soucis avec les braconniers mais aussi avec les bûcherons. Ça représente encore plus d'argent. Mais mettre le doigt sur le problème de braconnage dans la réserve, c'est aussi mettre le doigt sur le bûcheronnage, puisqu'on va tout dénoncer. Donc du coup ça dérange certains. C'est la corruption qui, à chaque fois en Indonésie, quel que soit là où on travaille, c'est toujours la corruption qui nous pose souci. Toujours. Oui, au fil des années, oui, j'ai reçu plusieurs fois des menaces, que ce soit de la part de bûcherons ou de la part de hauts fonctionnaires qui avaient un gibbon chez eux. Et leur nom a été dénoncé sur la radio Calauet. Et donc du coup, ce n'est pas que des années. Le centre d'accueil de Bornéo fonctionne bien depuis des années déjà. L'équipe indonésienne qui y travaille est pratiquement autonome. Il y a quelques années, Chaini a donc décidé de s'occuper d'autres gibbons en détresse. Sumatra, la grande île qui fait face à Bornéo, a elle aussi été ravagée par les hommes en quête d'argent et de bois. Une grande partie de sa forêt a aussi disparu. En 2003, Chaini est donc parti à Sumatra pour chercher un terrain pouvant accueillir ses victimes de la déforestation. Il a trouvé une île vierge, non loin de Padang, sur la côte ouest de Sumatra. Cette île est gérée par un petit village de pêcheurs qui lui fait face. Donc en fait, ce village est partenaire de Calauet parce que d'abord, il nous laisse travailler sur l'île Marak, où on a toutes les infrastructures du projet à l'heure actuelle. Et en échange, Calauet aide le village, notamment on a financé des plantations et ensuite on achète les fruits, donc les bananes, pour les gibbons. Donc c'est un des aspects, plus une aide annuelle qui est destinée souvent aux enfants, des frais pédagogiques ou de santé pour le village. À l'heure actuelle, sur l'île Marak, il y a à peu près 110 gibbons qui proviennent de tout Sumatra. Alors le gibbon, c'est un petit singe, donc il ne mange quand même pas beaucoup si on le compare à d'autres comme les orang-outans. Mais comme on en a beaucoup, pour donner un exemple, on a besoin d'environ de 2 tonnes de fruits par semaine pour nourrir tous les gibbons au projet à l'heure actuelle. Alors principalement des bananes, mais on donne aussi des légumes, il y a aussi des carottes, et puis il y a aussi d'autres fruits comme des ananas. Donc on essaie de varier, mais c'est vrai que dans chaque repas, en fait, les gibbons vont quand même manger des bananes plus d'autres fruits. Située en plein cœur d'une réserve naturelle de 1000 hectares, l'île d'Ampapak a été mise à disposition de Chaini et de ses gibbons en 2003. Cette île de 25 hectares est un centre transitoire. En effet, rien n'appartient à Calauet et l'association peut être remerciée à tout moment. Chaini cherche donc un autre endroit qu'il puisse acheter, comme à Bornéo, pour s'assurer que ses protégés soient définitivement à l'abri. La plupart de ces pensionnaires sont des siamangs. C'est le plus grand de tous les gibbons. Debout, la taille de ce singe atteint 1 mètre de la tête aux pieds et une envergure de 2 mètres avec ses longs bras puissants. Ce que l'on remarque avant tout chez les siamangs, c'est leur grande cohésion sociale dans toutes leurs activités quotidiennes. En effet, contrairement à d'autres gibbons qui fourragent chacun de leur côté,
Les siamangs, eux, ne s'éloignent jamais bien loin les uns des autres. L'un des problèmes de ces gibbons qui ont été au contact des hommes est les maladies contractées par ce rapprochement. Ce gibbon femelle est malade et elle doit être stérilisée. Donc là, on l'a déjà isolée dans la cage de contention pour pouvoir l'attraper, pour éviter que le mâle la défende et nous attaque. Parce que le mâle, oui, pourrait venir défendre sa femelle et devenir très agressif. C'est pour ça qu'on l'a séparée. Donc là, après l'injection, elle va s'endormir au bout de 10 minutes. C'est bien, ma fille. Là. Alors, on a un gros problème avec l'herpès simplex. Ça paraît un peu un nom barbare, mais en fait, c'est le bouton de fièvre chez l'homme. Et chez l'humain, ça provoque simplement un bouton, mais chez le gibbon, ça provoque une encéphalite et il meurt en 4 jours en fait. Donc en fait, c'est une maladie qu'ils attrapent au contact des humains. Donc pour nous, il faut s'assurer que ces animaux d'abord se portent bien à Calaouette, ne développent pas la crise et ne meurent pas de l'herpès. Et dans un second temps, malheureusement, ces animaux qui sont malades ne pourront pas être relâchés. Mais on suit l'évolution de leur maladie en faisant régulièrement des prises de sang. La crise d'herpès peut se développer à n'importe quel moment dès qu'il y a un stress prolongé. Donc c'est pour ça que les animaux ici sont isolés dans des volières en forêt, sans présence humaine, pour éviter toute source de stress. Voilà, le mâle est très inquiet de voir sa femelle comme ça. On voit pourquoi, quand ils deviennent adultes, les gens s'en débarrassent ou les tuent. Ces canines, ils sont vraiment bien équipés et ils savent s'en servir. Et ils deviennent très agressifs à la maturité sexuelle après 7 ans. Donc là, on va le mettre dans une position de sécurité si jamais il venait à vomir. C'est lui le plus stressé, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'avec l'anesthésie, la femelle va se réveiller et elle aura complètement oublié ce qui s'est passé, alors que lui, il a tout vu, il a été témoin de la situation. Donc c'est lui qui est le plus stressé. Donc il faut faire en sorte que ce stress-là soit le plus court possible. Donc une fois qu'on aura fini la manipulation, on va disparaître. Arca va revenir toutes les demi-heures, voir si elle se réveille bien. Mais on les laisse vraiment tout seuls pour éliminer le stress. Quand une femelle meurt ou un mâle meurt, son partenaire va mourir de dépression. Parfois, on a l'habitude de dire ici qu'on n'a pas besoin de vétérinaire, mais qu'on a besoin de psychologues pour les gibbons. Parce qu'on a certains gibbons qui se laissent mourir alors qu'ils n'ont aucune maladie. TB. Et la particularité des siamangs par rapport aux autres gibbons, c'est qu'ils ont les doigts qui fusionnent. Et sur l'échelle de l'évolution, ils sont en train de perdre leurs doigts et vont se retrouver avec des crochets. Donc on se dirige vers des singes qui perdent leurs doigts et qui vont simplement avoir des crochets comme ça dans la forêt pour se déplacer encore plus vite dans les arbres. C'est aussi pour ça qu'ils sont voués à l'extinction, parce que la plupart des autres singes se dirigent vers le sol, évoluent pour s'adapter au sol, alors que les gibbons continuent à évoluer pour devenir de plus en plus spécialisés à la canopée, aux arbres. Donc s'il n'y a plus de forêt, c'est fini. Il y a un mâle qui attend. Si elle passait la nuit ici, ça pourrait devenir dangereux, oui, parce qu'elle est très proche du sol. On a pas mal de pitons sur l'île et on a eu des cas de siamangs qui se sont fait tuer par des pitons dans le passé. Donc comme il est déjà un peu tard, on s'assure qu'elle se réveille bien
et qu'elle va monter en haut de la volière pour passer sa nuit. La plupart du temps, les pitons attaquent au moment où les siamang dorment. Donc en fait, le mâle ne se rendra pas compte. Au moment où il se rendra compte que sa femelle se fait attaquer, ce sera trop tard. Le python, en une fraction de seconde, il s'enroule autour de sa proie et il écrase la cage thoracique. Après, à ce moment-là, il pose des cris d'alerte, pas des chants, à ce moment-là, des vrais cris d'alerte, qui sont relayés par tous les autres animaux, dont on sait qu'il se passe quelque chose. Donc là, on intervient, mais la plupart du temps, c'est trop tard. Aïe, aïe, réveille-toi, aïe. Ya. J'ai monté le projet en 2003 sur l'île Marac, puisque je recevais énormément d'animaux qui venaient de Sumatra, donc je ne pouvais pas les envoyer à Bornéo. J'ai dû trouver une solution sur Sumatra et je suis tombé sur cette île qui était vierge, qui était magnifique. Les villageois me permettaient d'installer mon projet. Donc j'ai construit tout ce projet depuis 2003. Mais avec les années, c'est vrai qu'on était à la recherche d'un terrain que l'on puisse acheter, où on puisse vraiment investir sur le long terme. Donc on a trouvé ce terrain sur Sumatra, donc à l'heure actuelle on est en train de déménager. Petit à petit on va envoyer tous les gibbons de l'île Marac sur le nouveau site qui s'appelle Supayang. Et on continuera à travailler avec le village d'ici pour continuer à protéger l'île. Alors on va essayer avant tout de faire en sorte de continuer ce partenariat avec le village pour préserver la forêt qui se trouve sur l'île, puis les animaux qui s'y trouvent. C'est pas une biodiversité sur cette île-là. Et puis on va essayer du moins d'utiliser l'île pour relâcher des animaux, notamment des ours, pour se servir en fait de l'île comme un grand enclos, puisqu'en plus des gibbons, on reçoit aussi d'autres animaux comme des ours malais. Dikasih mantel aja. Iya. Berapa kali tuh? Ya. On va garder qu'un côté. Dari yang situ aja. Oh, enggak apa-apa. Kami. Ayo. Pelan-pelan. Enggak apa-apa. L'univers de ces deux jeunes gibbons va changer. Ils vont être transportés vers le futur de Calawate, un lieu où la forêt primaire est identique à celle du début du siècle, où ils seront protégés jusqu'à la fin de leur vie par l'association. Un endroit que l'on espère transitoire, qui les amènera peut-être vers un paysage vierge, une jungle sauvage, où ils pourront de nouveau s'élancer vers la cime des arbres et redevenir véritablement gibbons. C'est la première fois depuis qu'on les a reçus à Calawate qu'ils sortent de l'île Marac ici. Oui. Ça va être une journée assez stressante pour eux. Ils passent par là. Là, on a à peu près un petit peu moins d'1 heure de bateau et ensuite 2 à 3 heures de route pour arriver au nouveau site. Yo, Buzan. Yo, makasih lah. Selamat kemuliaan, Pak. Yo, makasih. Tu veux t'accoter en Américain Express, là?
La réserve Air Taroussan, vers laquelle voguent ces jeunes gibbons, s'étend sur 25 000 hectares. Sa topographie est très accidentée, ce qui joue un rôle positif pour la protection de la flore et de la faune. C'est en 2010 que Calawate a obtenu l'autorisation du gouverneur de la province de s'impliquer dans la gestion de la réserve. En plus des 8 hectares qui lui a été attribués à son arrivée, l'association a pu acquérir 100 hectares de forêt. Une goutte d'eau comparée à la déforestation massive que subit l'île de Sumatra, mais un océan de bonheur pour ces 2 nouveaux pensionnaires. Le voyage s'est bien passé. Les 2 jeunes sont pour l'instant séparés et placés dans des cages de quarantaine pendant 1 mois, avant d'être relâchés dans de vastes volières de 12 mètres de haut. Donc ça c'est Simsam, le petit gibbon qui est arrivé de l'île Marak. Là il s'est calmé, il est encore très demandeur dès qu'il voit des gens, il les demande encore le contact, parce qu'il est encore tout petit. Donc il est dans la grande cage la journée et la nuit il est rentré dans le tunnel. Et toutes les volières sont comme ça avec du gros et du petit grillage pour éviter que des pitons rentrent à l'intérieur. Ouais. Et ça c'est la première étape avant dans les grandes volières. Alors ici on est au début de la construction du centre. On va construire un grand bâtiment au milieu en fait où il va y avoir tous les dortoirs pour l'équipe mais aussi la cantine et puis la clinique vétérinaire surtout pour s'occuper des animaux. Ouais. Derrière il va encore y avoir quelques cages de quarantaine et puis ensuite sur les 8 hectares tout autour on va construire des grandes volières isolées dans la forêt pour limiter les contacts entre les couples de gibbons parce que les gibbons sont très territoriaux donc il faut éviter qu'ils se voient les uns les autres. Et donc on a encore une bonne année de travail pour finaliser le projet ici. Là pour expliquer un peu, c'est la femelle gibbon de cloche qui chante et ça a été repris par des siamangs sauvages qui sont pas très loin. Donc nos gibbons communiquent avec les sauvages, même si à l'origine les gibbons de cloche ne sont pas du tout originaires de cette forêt. Donc les gibbons aux alentours, les sauvages doivent un peu être dans la confusion d'entendre ces nouveaux chants. Disons que les sauvages, quand ils entendent de nouvelles vocalises comme ça, vont s'approcher et dès qu'ils s'aperçoivent que les animaux sont en cage, ça limite automatiquement les conflits, donc il n'y a pas de souci. Mais oui, les sauvages vont s'assurer que ces nouveaux chants ne rentrent pas en compétition avec eux. Non, sinon, conflit très violent et ils risquent de s'entretuer. Nos gibbons se feraient tuer en l'espace de quelques heures, ça va aller très très vite, donc c'est une des problématiques. Et de toute façon, quand on recherche des sites de relâcher, on sélectionne des forêts où il n'y a pas de gibbons sauvages, pour cette raison-là, mais aussi pour des raisons sanitaires. On teste nos gibbons pour les maladies qu'on connaît. Donc on peut très bien avoir un scientifique qui dans 2 ans nous dit « est-ce que vous avez testé ça ?» et si on ne l'a pas fait, on pourrait être un risque pour les gibbons sauvages. Donc du coup, on doit se contenter de zones où il n'y a pas de gibbons sauvages, ou alors, si la population est présente dans cette forêt, elle est plus viable. Il reste 2-3 gibbons sauvages, mais ils n'ont aucun avenir sans l'aide de Calawate. Edouard, il a déjà vu par deux fois des panthères ici. Et on a un petit barrage en bas où on fait monter l'eau. Il en a vu une là-bas et il en a vu une sur le chemin ici. Et Pailham, l'un des employés, par 3 fois il a vu des ours. Ils sont sauvages et comme l'habitat, la forêt est belle, non, ils se sauvent. Il n'y a aucun souci. Et puis au tout début du chantier, un tigre était justement devant le camp. C'est des bonnes nouvelles à chaque fois, on est toujours surexcité quand on a ce genre de nouvelles, c'est génial. Dans cette forêt, il y a tout, il y a encore une biodiversité exceptionnelle et donc, du coup Calawate a vraiment sa place ici pour essayer de sauver le maximum. Pas que les gibbons. Au début, c'est une passion qui aurait pu être qu'un passe-temps. Ensuite, la rencontre avec les gibbons, et puis automatiquement, quand on aime les singes et qu'on va à l'école, on n'est pas forcément le plus populaire à l'école, parce que les copains vont jouer au foot, moi j'allais au zoo, donc j'étais un petit peu le gamin un peu étrange du collège.
Donc il y a eu un moment particulier où bon, ça allait pas très bien. Et c'était l'hiver, j'étais contre la cage des gibbons, à broyer un petit peu du noir, alors que les gibbons n'étaient même pas à l'extérieur, dans leur volière extérieure, ils étaient à l'intérieur parce qu'il faisait très froid. Et il y a une femelle qui s'appelle Washo, qui est sortie de sa petite cabane. Moi je ne l'ai pas vue, elle est arrivée par derrière, elle a sorti son bras de la cage pour me tenir. Je me suis retourné, il y avait ce gibbon qui grelottait par le froid, à cause du froid, et qui est venu simplement prendre la main. Et à ce moment-là, parce que ça allait pas, et que Washo, elle était là, pour moi. Enfin, je lui ai promis que parce qu'elle était là, j'allais tout faire pour l'aider elle, et puis pour aider aussi tous les autres gibbons. Et c'est une promesse que j'essaie de tenir jusqu'à présent.